Votre invité à présent en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Tous mes voeux. Moi aussi. Plein de bonnes choses pour vous évidemment. Il faut qu'on parle de cette campagne présidentielle américaine de novembre qui a démarré quelque part cette nuit dans l'Iowa, caucus républicain remporté haut la main par Donald Trump. Est-ce que c'est une élection à haut risque? Parce qu'on a quand même Joe Biden et Donald Trump qui peut-être court le risque d'avoir des pépins de santé quand même d'ici l'élection. Il y a quand même un risque judiciaire, mais qui est colossal, qui est énorme pour Donald Trump, l'ex-président américain, qui est inculpé dans 4 dossiers différents au pénal. Élection à haut risque ou pas, à la fois pour l'économie américaine, pour la géopolitique dans le monde et pour les marchés financiers. Alors, le plus inquiétant probablement, c'est l'évolution de Donald Trump depuis son premier mandat. Quand on regarde ce qu'il dit aux États-Unis aujourd'hui, il veut combattre l'État profond. Et combattre l'État profond, par exemple, c'est virer tous les fonctionnaires qui ne lui jureraient pas une fidélité complète, quoi. Je veux dire, et on entend des choses des États-Unis extraordinaires. Enfin, c'est pouvoir éliminer ses opposants en parfaite liberté de le faire. C'est une violence incroyable du ton politique aux États-Unis qui est adopté par Donald Trump, qui veut régner sans contre-pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un matamor? Est-ce que ce n'est pas des propos d'estrade ou est-ce qu'il faut... Mais curieusement, il est suivi quand même par la majorité des républicains. Hein, et je crois qu'il y aura un régime extrêmement dur aux États-Unis. Il avait eu déjà des tendances. Enfin, il avait licencié un certain nombre de hauts fonctionnaires dans son premier mandat, mais ça annonce quand même un second mandat beaucoup plus rude sur le plan politique intérieur aux États-Unis. Oui, mais après, du point de vue strictement économique, Donald Trump a eu du succès avec en 2016 ses baisses d'impôts, ses taxes douanières. Il y a eu croissance économique forte aux États-Unis, il y a eu hausse de la bourse. Il pourrait peut-être aller encore plus loin s'il est réélu, mais ces recettes qui ont marché à l'époque, en 2016, elles pourraient marcher encore aujourd'hui? Alors, Donald Trump, en 2016, avait eu l'astuce d'utiliser ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent la théorie de la surchauffe. Donc l'économie américaine allait vers le plein emploi et il a maintenu des politiques expansionnistes, en particulier une politique budgétaire expansionniste. Et ça a provoqué des effets assez favorables sur l'économie américaine, en particulier un redressement de la productivité et un redressement du taux d'emploi. Et je pense qu'il utilisera la même stratégie, c'est-à-dire il va pas dévier des politiques qui ont été mises en place par Biden. Aux États-Unis, le déficit budgétaire, c'est 8%. C'est un peu plus de 7% attendu pour cette année fiscale, mais probablement il a une marge de manœuvre encore, puisque n'oubliez pas que les États-Unis reçoivent énormément de capitaux du reste du monde. Et la balance extérieure des États-Unis a une marge d'augmentation de son déficit. Donc ce ne serait pas une catastrophe économique? Non, alors pour l'économie intérieure des États-Unis, ça va être probablement assez favorable, parce qu'il va stimuler, il va faire des aides publiques aux entreprises. Et relancer l'inflation peut-être aussi. Oui, mais dans son premier mandat, il n'y avait pas eu d'inflation. Hein, il avait vraiment fait cette politique de stimulation de l'économie et il y avait eu un petit peu d'inflation, mais pas exagérément. Mais en fait, sur l'économie américaine, si on adopte un point de vue strictement économique, probablement Donald Trump, c'est une bonne nouvelle pour la croissance, pour les marchés financiers, etc. Parce qu'il y aura de l'argent public et il continuera les programmes qui ont été mis en place par Biden. Donc d'un point de vue économique et financier et boursier, mais... Bon, mais alors le problème, c'est ce qu'il propose au reste du monde, c'est-à-dire un protectionnisme, enfin avec des droits de douane généralisés sur l'ensemble des pays qui exportent vers les États-Unis. Et alors ça dépend, les conséquences de ça dépendent de savoir s'il y aura rétorsion de ces pays ou pas.
si les pays acceptent les droits de douane sans réagir, c'est assez bon pour les États-Unis, puisque les États-Unis se protègent. C'est un peu inflationniste pour les États-Unis, mais ça crée un avantage compétitif pour les entreprises américaines. Si le reste du monde adopte des rétorsions, c'est-à-dire à mettre des droits de douane symétriques des droits de douane qui sont imposés par les États-Unis, légitimement, et alors on rentre dans une spirale de réduction du commerce mondial, réduction des échanges internationaux et réduction de la croissance. Donc, plus, peut-être, pardon, mais on peut imaginer aussi plus de tensions géopolitiques avec Donald Trump au pouvoir. Et ça, c'est quand même pas bon pour à la fois l'économie et les marchés. Alors, l'autre question, c'est l'attitude internationale de Donald Trump. Donald Trump a dit et a répété durant le début de campagne qu'il ne soutiendrait que les pays qui acceptent de financer une part juste des dépenses de l'OTAN, par exemple, qui ne défendraient pas les autres. Et il a dit qu'il réglerait le problème de l'Ukraine en quelques minutes, ce qui veut dire à peu près, si on comprend bien, qui veut dire qu'il négocierait avec Poutine la fin de la guerre en Ukraine, sur le dos des Ukrainiens. Alors ça, c'est assez inquiétant. Imaginez que la politique internationale de Trump, ça consiste à complètement sortir les États-Unis de l'Europe, à ne s'occuper que de la Chine, ce qui était en gros sa tentation dans son premier mandat. C'est les droits de douane, c'était sur la Chine. Et donc, il enlève la protection américaine de l'Europe. Vous avez en face la Russie qui est complètement une économie de guerre. La Russie a plus d'un tiers des dépenses publiques qui sont consacrées aux dépenses militaires, aux dépenses d'armement. Si vous enlevez la protection des États-Unis, vous créez un risque énorme pour l'Europe. C'est-à-dire d'abord un risque de défaite de l'Ukraine et un risque que la Russie s'attaque à d'autres pays européens en l'absence des États-Unis comme protecteurs. Et l'Europe n'a absolument pas les capacités aujourd'hui, avec les règles budgétaires, les restrictions budgétaires dans tel ou tel pays, à remplacer les États-Unis dans ce rôle de protection. Il faudrait que l'Europe fasse plus que doubler son budget militaire pour se mettre son budget à hauteur du budget des États-Unis ou à hauteur du budget de la Russie. Et donc, ce n'est pas du tout la tendance aujourd'hui politique en Europe. Donc, je suis assez inquiet sur le risque que les États-Unis lâchent l'Europe, finalement, et avec des conséquences extrêmement graves pour les pays européens. Sur Joe Biden, parce qu'on parle beaucoup de Donald Trump, et après on passe à autre chose, mais sur Joe Biden, son bilan économique, il est quand même assez bon, et au final, les Américains ne lui reconnaissent pas ce bon bilan, à la fois sur les créations d'emplois, sur l'inflation. Il y a un bilan excellent alors de Biden, de la Réserve fédérale. Vous avez eu une croissance américaine qui est pratiquement de 3%. Alors on ne connaît pas encore les chiffres du quatrième trimestre, mais qui sera à peu près de 3% en 2023. Vous avez eu une désinflation très très importante. Vous n'avez pas eu de remontée du chômage. Vous continuez à créer à peu près 200 000 emplois par mois. C'est vraiment le soft landing parfait qu'ont réalisé les États-Unis. Pourquoi alors tous ces succès économiques ne sont pas imputés et reconnus ? Bon, parce que les Américains, beaucoup d'Américains ne votent pas en fonction de l'économie, votent en fonction de croyances, de croyances y compris religieuses, votent en fonction de la haine de Washington et de ce qui s'y passe, qui est exploité très, très, très clairement par Donald Trump. Mais c'est vrai que le bilan de Biden est assez bon. Il a utilisé beaucoup d'argent public, mais cet argent public arrive aux États-Unis. C'est-à-dire là, les États-Unis sont financés par le reste du monde, donc ont une capacité d'emprunt considérable auprès du reste du monde. À nouveau, ils rendent 6 points de PIB de capitaux de non-résidents à long terme chaque année aux États-Unis, ce qui permet de faire ces politiques qui sont totalement en dehors des moyens de l'Europe. Ces capitaux, pour le commun des mortels, d'où viennent ces capitaux ? C'est l'épargne des Européens. Alors, ils viennent essentiellement de l'Europe et des pays du Moyen-Orient. Il n'y a pas eu du tout de recul du rôle du dollar.
même si la Russie, la Chine évidemment ont arrêté d'investir en dollars et même ont vendu des dollars, que si vous regardez le poids du dollar dans la facturation des échanges mondiaux, dans les marchés d'échange, dans les émissions de dette internationales, le poids du dollar a continué à augmenter. Donc les États-Unis se servent extrêmement bien de ce poids dominant du dollar pour financer des dépenses publiques qui sont intelligentes, qui sont des dépenses de développement technologique, de transition énergétique, de formation, etc. Bon, on revient. Donc, si on résume cette élection américaine, en tout cas, si Donald Trump devait être réélu, rien n'est fait évidemment, mais je veux dire, ça serait pas. Comment apprécier encore une fois les risques en se disant que finalement ça peut être bon pour l'avenir, pour l'économie américaine, pour les marchés, mais un risque géopolitique, oui, mais enfin, un risque pour le reste du monde, pour l'Europe. Mais le risque. Le risque est considérable pour l'Europe. C'est assez étonnant que ce risque n'est absolument pas valorisé par les marchés financiers. Vous avez vraiment un risque géopolitique majeur qui serait l'élection de Trump et le retrait des États-Unis du soutien à l'Ukraine et du soutien à l'Europe. Et Trump dit qu'il fera ça, avec quelques conditions, et ce risque n'est absolument pas valorisé par les marchés financiers. Les marchés financiers continuent à être dirigés par les anticipations de taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt baissent, le marché monte. Quand les taux d'intérêt se redressent un peu, les marchés baissent un petit peu. Mais il n'y a pas du tout de prime de risque géopolitique et ça serait extraordinairement justifié d'avoir une prime de risque géopolitique. Justement, sur les baisses de taux, on a le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui est à Davos, qui a rappelé ce qu'il avait dit ici d'ailleurs en décembre, que le prochain mouvement de la BCE, évidemment, on s'en doutait une baisse sans s'engager sur la saisonnalité ou sur le timing. On a le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, qui nous a dit hier sur Bloomberg Télévision qu'il est trop tôt pour évoquer une baisse des taux donc de la BCE parce que l'inflation est trop élevée. Alors on sait que c'est un faucon, donc évidemment, il n'est pas pressé d'assouplir la politique monétaire de la BCE. Mais sur le fond, est-ce qu'il a raison ? Moi, ma thèse, vous savez que je l'ai exposée ici plusieurs fois, ma thèse, c'est que les marchés financiers sous-estiment l'inflation en 2024 de la zone euro. D'abord, il y a une disparition... Il y a peu de gens qui disent ça aujourd'hui. Moi, j'en reçois beaucoup d'experts qui me disent non, ça se normalise, elle rentre dans son lit. Ils ont tort, honnêtement. D'abord, il y a la disparition des effets de base. En février-mars, vous allez sortir de la mesure de l'inflation sur 12 mois, la période de très forte baisse des prix de l'énergie, des autres matières premières, des produits agricoles, etc. Et donc, d'abord, la BCE a chiffré l'effet uniquement qui vient de la disparition de l'effet de base sur les prix de l'énergie. Ça fait à peu près presque 1,5 point d'inflation supplémentaire qui apparaît entre décembre, alors le point bas c'est 2,4%, c'est le point de novembre. Déjà en décembre, on a eu 2,9%, et probablement on va avoir, uniquement en tenant compte de cet effet de base sur les prix de l'énergie, une inflation qui va dépasser 3,5%. Ensuite, il y a des effets de base sur d'autres prix, sur les prix du transport, sur les prix du transport maritime, sur les prix des produits agricoles, sur les prix des métaux, etc. Et puis, vous avez des coûts salariaux qui continuent à augmenter extrêmement rapidement en Europe. Alors là, je suis la BCE. La BCE pense que les salaires européens vont augmenter à peu près de 4,5% l'année prochaine. Vous aurez probablement... L'année prochaine. Cette année, oui, par exemple, 2024, vous n'aurez à peu près pas de gain de productivité. Il n'y a pas de raison que la productivité s'en Donc l'inflation sera où alors l'inflation, je pense que l'inflation est prévue par la BCE en moyenne annuelle à 2,8. Ah oui. Mais je pense que ça sera au moins 3,5, quoi, je veux dire. Et donc elle sera dans l'incapacité Je pense que les baisses de taux d'intérêt interviendront peut-être en fin d'année avec une anticipation que l'inflation continuera à baisser en 2025, mais des baisses de taux d'intérêt précoces et puis 150 points de base les marchés monétaires attendent 150 points de base, 1,5% sur l'ensemble de l'année. Oui, mais c'est complètement déraisonnable. Je veux dire, il y a personne à la BCE n'a ce scénario. Le scénario le plus optimiste, c'est probablement 50 points de base de baisse des taux d'intérêt sur la fin de l'année. C'est-à-dire que les marchés actions vont corriger cette année. Les marchés actions vont corriger, les marchés de taux, effectivement, le taux long vont corriger, les marchés obligataires vont corriger. Et puis, à nouveau, il n'y a aucun risque
risque qui est valorisé. Le risque géopolitique, on en a parlé à l'instant, le risque d'erreur sur la perspective de taux d'intérêt, le risque économique, puisque la zone euro, s'il y a 3,5% d'inflation, la zone euro aura une croissance à peu près nulle. Il n'y aura pas le gain de pouvoir d'achat des salariés qui est escompté. Et donc, il y a plein de risques qui ne sont pas valorisés par les marchés. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Aujourd'hui, il y a trop de risques qui ne sont pas... Il y a trop de risques non valorisés, quoi. Il n'y a aucun risque qui est valorisé. Regardez le VIX, le VIX est autour de 13. Regardez les indices de perception du risque qui sont au plus bas, etc. Donc, il n'y a aucun risque qui est valorisé, alors qu'il y a des risques partout. Donc, c'est une décorrélation entre les vrais risques qui sont dans l'économie réelle ou dans la géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé 2023, il y a un an, avec un excès de pessimisme, et là, on a rebasculé dans un excès de pessimisme. Je crois, il y a plusieurs explications. Il y a d'abord la quantité de liquidité qui est toujours investissable, même si les banques centrales... Pour le commun des mortels, ça veut dire quoi, ça ? La monnaie créée par les banques centrales circule encore, quoi. Et puis, vous pouvez donc acheter des actions, acheter tout ce que vous voulez avec cette monnaie qui a l'encours de quantité de monnaie de banque centrale a simplement légèrement baissé. Et puis, il y a aussi un caractère moutonnier des marchés financiers qui vient des gestions passives, et puis qui vient des gestions algorithmiques, qui font que beaucoup d'opérateurs de marché font la même chose au même moment, quoi. Et donc, ce qui ne trompe pas, d'ailleurs, c'est la volatilité des taux d'intérêt à long terme. Il y a une énorme volatilité des taux d'intérêt à long terme, puisqu'il y a des jours, tout le monde est acheteur, et puis ensuite ça corrige, et puis ça remonte. Enfin, c'est le signe d'un caractère moutonnier des marchés financiers. Ouais. PIMCO, PIMCO, gros gestionnaire américain, parle de baisse plus tardive des taux d'intérêt, notamment Fed cette année, et BCE aussi, plus tardive mais plus massive. Mais alors, et côté Fed, parce qu'on a parlé de la BCE, mais côté Fed, ça donne quoi ? Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il y aura une récession aux États-Unis. Il n'y a aucun indicateur qui est en territoire de récession. Les PMI se sont un peu améliorés à la fin de l'année. Et quand vous regardez les politiques publiques, quand vous regardez le besoin d'investissement et la réalisation des investissements aux États-Unis, quand vous regardez la situation du marché du travail, il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait une récession aux États-Unis. Donc je pense qu'il n'y aura pas de baisse massive des taux d'intérêt. Combien de baisse de taux de la Fed ? Si l'inflation américaine se stabilise entre 2,5 et 3%, la Réserve fédérale peut baisser ses taux probablement de 100 points de base et va rester autour de 4%. Quoi, à partir de quand ? Elle va baisser probablement à partir du deuxième trimestre et avec en plus un point d'interrogation qui est les loyers imputés. Vous savez que les loyers imputés continuent à augmenter de 7% par an et ne ralentissent pas du tout. Donc la Fed dégainera en premier et en fera 2 fois plus en matière de baisse de taux que la BCE. Oui, je crois que 100 points de base pour la Fed et 50 points de base pour la BCE, c'est une avancée. Ça veut dire un repricing de combien sur les marchés actions ? Parce que ce n'est pas du tout, encore une fois, ce qui est attendu par... Vous pouvez revenir en arrière. Hein. Les marchés actions priçaient à peu près ce scénario avant les indices de prix qui ont été publiés au début d'octobre. Et donc, le CAC, par exemple, était à 6800 à ce moment-là. Hein. Et donc c'est probablement c'est un potentiel de baisse, mais pas massif, mais c'est un potentiel de baisse de... on est quoi, à 7004 à peu près aujourd'hui, donc un petit peu en dessous. Un peu en dessous de 7350, je crois. C'est un potentiel de baisse de 6 ou 7% du marché action. Quoi. On se quitte là-dessus, juste Patrick. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cette année, on préfère les obligations aux actions parce que le consensus sur les actions en termes de hausse des profits est quand même assez élevé, 10 à 12% dans le monde. Certains disent que c'est beaucoup. Les actions sont assez bien valorisées, elles ne sont pas données. Entre actions et obligations, s'il fallait choisir, on choisit quoi cette année ? On achète des obligations quand la baisse anormale des taux d'intérêt à long terme sera corrigée. Je pense que cette baisse va se corriger. Il y aura plus d'inflation que prévu. Donc les taux longs vont remonter les taux longs vont remonter. Au niveau du 10 ans américain, 5% qu'on a eu en fin d'année. Alors peut-être pas 5%, mais le 10 ans américain, il est presque à 4% aujourd'hui. Probablement, il peut augmenter au moins de 50 points de base.
Donc moi je ne suis pas acheteur d'obligations à ces niveaux des taux d'intérêt à long terme. Je pense qu'ils sont beaucoup trop bas et qui monteront, parce que les taux d'intérêt à court terme sont sous-évalués, parce que l'inflation est sous-évaluée, parce que les besoins d'investissement et d'épargne dans les économies sont sous-évalués. Et donc il y a plein de raisons pour justifier un scénario de taux plus élevé qu'aujourd'hui. Allez, merci pour cet entretien. Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à voir en replay à 14h. Merci Patrick. Merci David.